vous êtes sur la bonne voie. Salut Bhaskar, comment tu vas? Chaud, très très chaud, beaucoup trop chaud, mais ça va bien. Ouais, là chez toi, il fait bien chaud, toi aussi, là. Ah là, je suis sous les toits, c'est en plein cagnard, c'est l'horreur, mais ça va, on fait aller en tout cas. Ok, eh ben écoute, moi il fait chaud aussi, mais je suis hyper content d'être avec toi pour cette émission. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un peu le cadre de pourquoi on va intervenir là, et puis après, si tu voudras bien aussi te présenter pour que les auditeurs ils sachent un peu qui tu es et ce que tu fais, est-ce que c'est bon pour toi? Y a pas de problème, allons-y. Ah, nickel. Alors, du coup, moi, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, je pense que c'est pas génial, mais je suis dans la réalité pris sur les réseaux, pas mal. Je me vois pas mal scroller sur différents réseaux, Instagram, Facebook. Les autres, je les ai pas. Mais en tout cas, je vois beaucoup de choses qui me questionnent, qui m'interpellent. Et du coup, je suis dans un moment de ma vie où j'ai quelques neveux, nièces qui commencent à peine à être sur les réseaux. J'ai une nièce, bah, pas plus tard qu'il y a quelques jours, là, elle commence à y aller. Mhm. Et je me dis que ce serait sympa qu'on puisse, toi enfin moi, toi et moi, mais surtout toi aussi de ton avis, de pouvoir un peu dire ce qu'on pense de certaines images, l'impact que ça a dessus. Et j'en parlais à des amis le week-end dernier et un papa aussi qui m'a dit bah moi ça m'intéresserait beaucoup la vidéo, mais pour moi, pour accompagner mes enfants. Et du coup, le cas de la vidéo serait celle-ci. Alors plus pour les jeunes qui sont intéressés par l'impact des images sur les réseaux et pouvoir ramener un peu de clarté. Et puis peut-être les jeunes parents et les jeunes adultes un peu novices sur l'impact des images qu'on voit et qu'on ingère au quotidien comme ça pendant des heures. Voilà, est-ce que ce Très cadre bien, te va? allons-y. Ok, bon alors, Tu, toi, tu m'as préparé des images, tu m'as dit que tu m'as voilà. préparé quelques petites surprises, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, alors toi, c'est la surprise pour toi. Donc ça va Ok. être génial. J'espère que ça te va. Et moi, je sais que j'ai des auditeurs qui l'écoutent comme un podcast, donc je me permettrai, avant que tu réagisses tout de suite, de décrire un peu l'image pour que les gens Bien puissent sûr. s'imaginer. Est-ce que toi, tu veux dire en deux, trois mots qui tu es, d'où tu viens et est-ce que tu fais un peu dans la vie? Eh ben moi je m'appelle Bhaskar, j'ai une chaîne YouTube, on a fêté les 10 ans là en janvier dernier. On est quoi, un petit peu plus de 10 000 personnes, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, et nous parlons de l'hypnose quotidienne, de self-défense psychologique et de toutes les personnes qui essaient de rentrer dans notre cerveau malgré nous, que ce soit les commerçants, les marketeurs, les vendeurs d'encyclopédies, mais aussi les politiques, parfois notre petit cousin qui veut qu'on lui achète une friandise quand on fait les courses avec lui, notre compagne ou notre compagnon, etc. Puisque la manipulation mentale, c'est aussi dans le couple. Chef d'entreprise, enfin bon, bref, gourou de secte. Enfin, il y a énormément de gens qui peuvent avoir envie de rentrer dans les cerveaux. Et donc, tout simplement, j'essaie de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent conserver leur intégrité psychologique. Voilà. Super, bah c'est très clair, merci. On est d'accord qu'il y a la majorité des gens le font inconsciemment. Enfin, il y a aussi ce bord-là, quoi. Les gens essaient de manipuler, mais des fois c'est sous le seuil de leur propre conscience. Bah, des fois, attends, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai la fenêtre grande ouverte, mais il y a des camions qui passent. Je voudrais pas que ça pourrisse le son de la vidéo. Oui, la plupart des gens manipulent inconsciemment, mais enfin aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a de nombreuses techniques de manipulation qui sont très très connues, répertoriées, enseignées sur Internet. Et il y a quand même énormément de gens, pour ne pas dire toute une classe sociale, qui les connaît et qui les maîtrise sur le bout des doigts. Ok, donc là aujourd'hui c'est les deux pans. C'est pour avoir un truc, quelque chose d'un peu Ouais, global pour les j'ai auditeurs. même envie de dire que si une partie des auditeurs, quand je parle de techniques de manipulation psychologique, ne voient absolument pas de quoi je parle, bah, ça veut dire quelque part qu'ils sont du mauvais côté de la barrière. Ouais, c'est Ça, je pour veux eux. dire, tout ignorer des techniques de manipulation mentale, c'est être quasiment une proie dans un monde comme le monde moderne. Ah ouais. Alors, moi, j'ai envie de mettre des petits fusibles, moi j'appelle ça, c'est de faire un peu Ouais. des prérogatives oratoires. Je ne vais pas essayer, en tout cas personnellement et te connaissant, je ne pense que c'est pas du tout ton chemin non plus. On va pas essayer de chercher de bouc émissaire.
Il y avait aussi la phrase que j'aime bien que tu disais, le remède et le poison de l'autre. Donc, Le remède de l'un et le poison de l'autre, oui. voilà, donc je parle aussi aux auditeurs, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, prenez soin de vous aussi, ça c'est important pour moi de le Mm. dire. Mm. Et que moi, tu vois, tu verras les images, mais on parlera d'un... Si tu pars d'un côté, j'essaierai de te re-questionner sur l'autre bord pour pas Mhm. que... Voilà, les gens que je vais montrer ou les situations, c'est pas pour parler des gens, c'est pour qu'on élabore sur les idées. Tout à fait. Voilà, et j'invite les auditeurs, avant qu'on puisse, soit moi parler ou soit Bascar surtout, peut-être faites pause quand vous voyez vous les images, parce que je les remettrai en plus grand, et mettez-nous dans les commentaires ce que vous, ça vous fait. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir, sans nos avis, déjà ce que vous pensez. Alors, est-ce que tu es prêt? Allons-y. Alors, déjà, avant que je t'envoie la première image, moi, enfin, je sais pas si tu sais, mais moi, des fois, je vends beaucoup de choses. Mhm. Donc, moi, j'aimerais bien te vendre une voiture. Est-ce que ça t'intéresserait? Là, comme ça, non, parce que je ne conduis pas. J'ai la chance d'être en région parisienne avec des transports partout. Donc, Donc, t'en as j'ai pas très, besoin. très peu. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'une voiture. Au besoin, on en loue une quand il y en a besoin pendant une semaine. D'accord. Et ben, je vais quand même te proposer la voiture que je vais te. Allez. Est-ce que je peux. Tu me dis si tu la vois. Oui, je la vois, oui. Voilà. Est-ce qu'elle t'intéresse toujours, cette voiture, ou toujours pas? Bah, a priori, non, toujours pas. Par contre, elle est vraiment très bien présentée. Voilà. Donc, est-ce que tu vois que je veux en venir? Alors, je vais dire aux gens. Là, Ouais. j'ai mis une voiture rouge avec deux jeunes femmes assez jolies, une brune et une blonde, qui entourent la voiture. Ce qui doit se passer souvent dans les salons de l'auto ou des choses comme ça. On peut faire des passes avec la pub. Moi, j'étais plus sur le fait, mais après, on peut partir en association libre, pardon. Euh, J'avais entendu dire que dès qu'il y avait des jeunes femmes dans la pièce au niveau d'un contrat ou d'une vente, ça abaissait le taux d'attention et qu'on était peut-être plus perméable à accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées dans d'autres conditions que celles-ci. Est-ce que toi, ça te parle ou pas? Tout à fait, tout à fait. Il y a en effet des travaux qui ont montré qu'il y avait un épuisement cognitif, pardon, dès qu'il y avait présence de jolies jeunes femmes, en tout cas de jolies jeunes femmes fécondables hein, d'un point de vue biologique, puisque en fait ça joue sur nos instincts. Et comme nous sommes des êtres civilisés, bah, nous n'allons naturellement pas nous jeter sauvagement sur ces jolies jeunes femmes, mais que notre biologie, elle, aurait envie de se jeter sur les jeunes femmes. Et donc, du coup, ça nous oblige à dépenser une certaine quantité d'énergie pour nous retenir et rester civilisés. Et c'est une quantité d'énergie qui ne sera pas disponible pour autre chose. Et c'est pour ça, et ça c'est connu empiriquement depuis la nuit des temps, mais ça a été effectivement confirmé scientifiquement parlant, que c'est pour ça que les gens qui veulent signer des contrats emmènent les hommes d'affaires dans des clubs avec des hôtesses, des stripteaseuses, enfin bref, avec des filles, et que D'accord. d'abord on commence par boire ensemble avec des filles, et une fois que les gens sont épuisés cognitivement, ils négocient moins dur les contrats, donc effectivement c'est un grand classique. Oui. D'accord. Donc ça, c'est avéré. Pour des jeunes qui aimeraient aller dans des salons comme ça, est-ce que bah, y a pas de conseils dans l'absolu à dire, bien sûr, parce que s'ils prennent plaisir à ça, mais, C'est ça. si à un moment donné, tu sais pas, t'as un petit neveu qui vient, qui dit, bon, bah, ça m'intéresse un peu moins, mais j'y vais quand même, est-ce qu'il t'aurait des choses à lui conseiller plus que ce que t'as dit, ou c'est déjà pas mal? Non, mais de toute façon, moi, j'ai pas de conseils à donner. Moi, je donne de l'information. Je donne pas des conseils. Je suis pas un père la morale. Je suis pas le papa des gens. Je donne des données scientifiques. Je donne des informations. Et après, à partir de là, les gens, en toute connaissance de cause, avec les informations, peuvent prendre de meilleures décisions. Simplement parce qu'une décision informée est meilleure qu'une décision non informée. Mais c'est évident que les salons, par définition, quels qu'ils soient, sont des endroits dans lesquels il y a énormément de techniques de manipulation qui sont développées, puisque le but, c'est de vendre. Donc, à partir du moment où le but, c'est de vendre, on va se mettre soi-même directement dans la gueule du loup. Enfin, je veux dire, il faut être clair. Donc c'est bon de ce côté-là. Et du côté du coup on a compris du coup de l'entreprise, ils avaient des intérêts. Les jeunes filles qui se présentent à ça, est-ce qu'elles seraient au courant qu'elles participent à ça autant que ça, ou c'est vraiment, tu penses, Bah, je sais pas si tu as des gens que tu côtoies qui ont fait ça et qui c'est juste par plaisir de se montrer ou.
Oui, oui, je connais plusieurs jeunes filles qui ont 30 ans maintenant, mais qui, quand elles étaient plus jeunes, avaient fait ce genre de travail. Honnêtement, je n'exclus pas qu'il y ait une sotte ou deux qui n'aient aucune idée de ce qui se passe, mais enfin, la plupart sont totalement au clair, évidemment. Évidemment qu'elles louent leur charme et elles le savent, et c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs en général très bien payées, alors qu'on leur demande simplement de dire bonjour, de sourire et d'être agréable, et rien de plus. Donc c'est effectivement, quand tu vois que pour le même prix, tu as des gens qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller à l'usine, resserrer des boulons toute la journée, bon, bah, on est content pour elle, hein, ceci dit. On est content pour elle, mais je n'ai jamais rencontré vraiment de jeunes filles qui étaient complètement naïves sur ce point, mais je suppose que ça doit exister. Ok. La voiture, tu la veux ou c'est bon, tu passes ton Non, tour? définitivement non. Est-ce qu'on peut... On notera quand même hein, la couleur rouge, qui est une couleur qui est profondément liée à la dominance éthologique. Hein. Ok. C'est pas pour rien que dans l'imaginaire collectif, les voitures de sport sont rouges. Hein, c'est un gros phallus. Il y a des études comme ça qui ont été faites sur des pratiquants de sambo. Donc, c'est un sport de combat, on va dire, proche du judo. Et en sambo, ils ont des kimonos de couleur. Il y a des kimonos rouges et des kimonos bleus. Donc souvent, c'est le rouge contre le bleu. Ok. Et en fait, on a des études qui montrent que celui qui a un vêtement de couleur rouge gagne beaucoup plus ses combats que celui qui a des vêtements de couleur bleue. Donc ça n'empêchera pas qu'un mec nettement plus fort batte. C'est des petites choses statistiques, ça. Mais quand même, il semblerait que ça ait un effet. Et très probablement, les scientifiques pensent que c'est justement parce que le rouge a été très longtemps associé à la dominance éthologique. Mais on retrouve également cet emploi de la couleur rouge chez les femmes, notamment pendant l'hiver. C'est-à-dire que les femmes qui sont dans leur période de cycle dans lequel elles sont justement fertiles ont tendance à plus s'habiller en rouge pendant l'hiver, de sorte à signaler qu'elles sont bien fertiles et à envoyer ainsi ce message qui est parfaitement compris inconsciemment par les gens. Voilà. D'accord, ok. Je dis en hiver parce que en été, en général, elles ont bien d'autres manières de montrer qu'elles sont fertiles, en s'habillant en court, voilà. Mais en hiver, quand il fait froid, bah, c'est une façon détournée de montrer la fertilité. C'est d'autant plus rigolo que je porte une chemise rouge présentement, mais c'est un hasard, on va dire. Ok, très bien. J'ai une idée pendant que tu parlais de ça par rapport aux Oui, couleurs, etc. Je pensais au tout ce qui était étendard, écusson sur les oui, boucliers pendant surtout la période du Moyen Âge. Est-ce oui. que d'arriver avec une armée avec des têtes de lion rouges pourrait te... Est-ce qu'il y a eu des études par rapport à ça? Est-ce que ça aurait pu faire balancer enfin, ouais, des stratégies de bataille par rapport à ça? Les gars, ils voient arriver ça, ils disent, ah, c'est eux, et puis il y a un truc Mais qui déstabilise. on notera qu'un certain nombre d'armées avaient des costumes rouges pendant des années. Alors, le problème, c'est que si tu remontes vraiment jusqu'au Moyen-Âge, il y a aussi un problème en termes de coûts de fabrication. Parce que la couleur rouge, c'était des teintures, c'était compliqué, fallait des pigments, etc., etc. C'était pas la couleur la couleur la plus difficile à faire, tu me diras. Mais tout de même, tout de même. Mais en tout cas, à l'époque des guerres napoléoniennes, etc., il y avait un certain nombre de camps qui avaient des costumes rouges. Et puis plus les armes à feu se sont perfectionnées, plus après, effectivement, le pragmatisme est revenu et on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup plus difficile de se planquer dans la forêt avec des uniformes rouges. Et on est revenu à du camouflage, puisque il faut quand même pas surestimer l'impact de la couleur rouge. C'est un petit effet marginal qui a été isolé par les scientifiques. Mais enfin, tu transformes pas non plus une bande de bras cassés en leur donnant des costumes rouges en combattant d'élite. Et c'est vraiment des petits facteurs. Hein. On est dans l'anecdotique. C'est intéressant, c'est rigolo, mais sans plus. Ok, très bien. Bon, on va passer à l'autre image, si tu veux bien. Mais ceci dit, en tout cas au Moyen Âge, le rouge et le rose aussi étaient des couleurs liées au sang, hein, rappelaient le sang et le fait de faire couler le sang. Donc c'était des couleurs qui avaient vraiment des connotations extrêmement viriles et où c'est probablement resté dans l'inconscient collectif justement. D'accord, ouais, ça envoie un signal quand même. Oui, Ok. Bon, c'est bon pour moi en tout cas. ok, Ça te dit de voir la suivante? allez. Tu la vois bien, c'est bon? Alors oui, mais attends un instant parce que je vois pas le nom du personnage. Ah voilà, Romain et Clémence, d'accord, très Ouais, bien. les noms sont anecdotiques. Alors pour les gens, en fait, Ok, j'ai screenshoté
ou trouvé, non, je crois que je l'ai trouvé sur Google Images. Bon, bref, je l'ai capturé la photo d'une présentation de Marié au premier regard. Bon, là, il y a Clémence et Romain, je les connais pas plus que ça. La jeune femme est Ok. très jolie, ils sont très gentils, etc. Donc, c'est pas ça le sujet. Au milieu, il y a la jauge de compatibilité qui est de 80%. Et voilà, Mhm. moi, je voulais discuter avec toi par rapport à ça parce que, bon, je ne le suis pas premier degré, mais bah, il m'est arrivé de Mhm. me faire prendre devant l'émission pour m'y intéresser. Et j'ai souvent été un peu peiné enfin, des impasses, des fois relationnelles ou de communication dans lesquelles il se trouvait. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait la chose qui me questionnait beaucoup, c'est j'ai l'impression on refaisait des mariages arrangés, mais en passant Mhm. par une pseudo-science et Tout à fait. aussi par un espèce je suppose, hein, alors les gens qui connaissent ça, ou même les gens qui sont passés dans l'émission qui voient ça, eh ben, répondez-nous. J'ai cru comprendre que vous remplissez des dossiers sur du déclaratif sur vous-même, Mhm. et du Mhm. coup je me dis, bon, 80%, euh, mais enfin, sur ce qu'on a déclaré nous-mêmes. Et bon, qu'est-ce que tu en penses de ça, de tout cet empilement de ce que je te dis, la science, les psychologues, ils se rencontrent le jour du mariage, ils acceptent de se marier avec une compatibilité, quoi. Est-ce que tu connais cette émission? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je regarde plus la télé depuis 20 ans, donc, mais j'ai entendu parler du concept de l'émission. Bon, évidemment, ce genre de calcul pseudo-scientifique est d'un manque de rigueur absolu. Bah, déjà, tu l'as dit toi-même, parce que c'est du déclaratif. Donc, or, les comportements et les attitudes et le déclaratif ne sont corrélés que très, très faiblement, hein. J'en parle dans la vidéo 82 de ma chaîne, c'est-à-dire vraiment, ça, c'est de la psychologie d'avant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin un petit peu après les années 50, très exactement, qu'on sait qu'entre ce que les gens disent et ce que les gens font, vraiment, la corrélation est dérisoire. Et en plus, là, on nous raconte qu'il y aurait des histoires de compatibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compatibilité? Quels sont les critères qui ont été faits? Si c'est du déclaratif, parce qu'on parlerait de compatibilité biologique. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait séquencer l'ADN des deux participants parce qu'on sait que les uns et les autres, les hommes et les femmes, jaugent inconsciemment la compatibilité du génome de la personne d'en face. Quand ils les embrassent, quand ils reniflent leur odeur, tout ça, c'est vraiment la biologie. On cherche des gens qui sont à la fois pas trop proches de nous pour éviter la consanguinité, mais en même temps pas trop éloigné non plus, parce que justement, il faut une juste distance, en fait, idéalement. La distance idéale, il semblerait, au niveau génétique, c'est les cousins de au troisième degré. Attends, comment ça? Euh, Ouais, cousins au troisième degré, c'est-à-dire des gens où on a des aïeux en commun, mais pas trop près. On n'a pas les mêmes papa, maman, on n'a pas non plus, etc. Cousins au troisième degré. Donc, cousins au troisième degré, ça veut dire qu'on a suffisamment de similitudes, pardon, et suffisamment de différences pour faire un bon match-up, comme on dit. D'accord, ok. Bon, mais ça, c'est d'un point de vue biologique. Là, de ce que tu dis, c'est du déclaratif. Donc, on nage en eau trouble. C'est du vent basé sur du vent, basé sur du sable. Enfin, Ok, ouais. par contre, ça fait genre, c'est vraiment fait pour susciter des émotions et avoir un storytelling, un narratif dans lequel le spectateur va rentrer. C'est du prêt à regarder, quoi. D'accord. Après, moi, au niveau de la position de foi, Oui. Euh, ça m'interpelle aussi. Je me dis que si on en est arrivé là, alors moi, je redis, hein, je Mhm. juge pas les gens, mais ça me fait toujours un peu quelque chose. Déjà à l'époque où il y avait les sites de rencontres Mhm. pour les hommes et les femmes, il y avait déjà quelque chose je sais pas, qui me grattait à un endroit, tu vois. Et là, je me dis d'y aller à fond comme ça là-dedans. Enfin, ça veut dire qu'à un moment donné, ces jeunes gens-là, ils se sont dit, c'est impossible que en me laissant aller à la réalité, donc en me baladant, en faisant des voyages, en allant dans la salle de sport, etc., bah, je rencontrerai personne. En fait, il y a aussi ça. Donc, bah, je vais reprendre la main et puis je vais remplir des questionnaires, passer par une émission. Est-ce que ça, on peut le lier aussi ou tu pourrais voir quand même une position de foi en disant, bah non, en fait, moi, je fonce là-dedans et puis c'est mon destin aussi, quoi.
Je peux pas préjuger des systèmes de motivation des gens qui font ce genre d'émissions-là. Déjà parce que j'ai pas de données là-dessus, et puis parce qu'il y a probablement une large variété de motivations. Je pense pas qu'aller là-dedans, ça implique forcément d'avoir renoncé aux autres rencontres dans la vraie vie. Non, ça me semble être rapide. Enfin, tu vas vite en besogne, il me semble. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'on passe à autre chose? Comme tu veux, c'est toi le oui. maître de cérémonie. Ouais, moi c'est bon pour moi. Est-ce que tu vois bien qui c'est? Ah oui, Sébastien Chabal. Je n'ai aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je ne me souviens de rien. Alors voilà, moi je suis tombé sur cette interview, alors plus exactement des shorts de cette interview, Oui. et j'ai été sidéré à un endroit de me dire comment c'est possible qu'une figure aussi importante qui est passée par la télé, les pubs, les matchs internationaux repassés, etc., et que maintenant il pourrait dire qu'il se souvient de rien. Alors moi je me disais il y avait une piste au niveau des chocs peut-être, mais est-ce C'est une que piste, oui. il y avait aussi, alors dans une autre partie d'interview, il témoignait comme quoi en France, il lui avait pas laissé tant que ça, du coup, être lui-même avec ses Mhm. capacités, parce que si je me souviens bien, il a un très fort impact, mais il n'avait pas énormément de cardio. Et quand Mhm. il s'est déplacé en Angleterre, il a découvert que des coachs qui disaient mais oui mais t'es comme ça, on va pas te changer. Mhm. Voilà, ils avaient aménagé l'équipe par rapport à ça et vice versa et il avait déjà trouvé un nouveau souffle. Alors je me dis est-ce que c'est pas déjà deux pistes les chocs et le fait que on l'a pas respecté en tant qu'individu dans sa place de rugbyman quoi que est-ce que tu l'as vu passer toi cette interview? Oui, je l'ai vu passer. Ça a notamment été repris sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, qui a partagé un extrait. Alexandre Le Breton, pour ceux qui ne le savent pas, quelqu'un qui fait un travail absolument remarquable sur l'archivage et la compilation de tout ce qui est mécanisme de manipulation mentale sataniste et de comment est-ce que des gens fragmentent les psychismes et conditionnent des individus dès leur plus jeune âge, notamment via l'usage de l'hypnose et d'autres technologies pour en faire des espèces d'esclaves sous hypnose. Et donc, Alexandre Le Breton avait présenté des extraits de cette interview avec l'air de dire, sans l'affirmer, mais en le sous-entendant, que peut-être Sébastien pourrait avoir subi ce genre de choses et que ce type de témoignage est un indice. Bon, moi, je ne sais pas. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a des sportifs de haut niveau qui soient passés par ce genre d'enfance particulièrement tragique. Je me souviens d'une tenniswoman il y a quelques années, par exemple, qui sortait de tout ça. J'ai plus son nom en tête. Bon, effectivement, il y a la piste des accidents neurologiques parce qu'on sait qu'ils y vont quand même assez gaiement. Et puis, il y a aussi la piste de la transe hypnotique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent vraiment dans des états de transe hypnotique profonde. Alors, ça peut être parce qu'on les a manipulés dans tout un décorum sataniste quand ils sont gamins, mais ça peut aussi être de l'auto-hypnose et qui peuvent jouer comme ça dans un état second et après perdre la mémoire. Mais c'est vrai que c'est assez rare et que ce genre de symptômes, et là je rejoins Alexandre Le Breton, ce genre de symptômes, est vraiment un symptôme caractéristique de ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. Donc il faudrait mener ces investigations un peu plus en avant pour être vraiment sûr, voir s'il a d'autres symptômes, puisque ça n'est quand même pas la seule pathologie qui pourrait s'exprimer avec ce type de symptômes. D'accord. Alors toi tu viens de lâcher le mot hypnose là, est-ce que Mmh. Enfin, moi, je connais un peu tes positionnements, mais il y a des gens que. Enfin, moi, j'ai connu même des gens de mon entourage qui sont allés à des spectacles, Mmh. qui étaient attirés par ça. Toi, apparemment, tu y es quand même allé à un moment donné. Tu as été Oui, formé là-dedans. tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui seraient attirés par ça et est-ce que tu vois quelque chose de sympa ou là, tu serais plus dans un carton rouge à dire ah bah non, c'est mieux d'aller investiguer autre chose que l'hypnose. Mais j'ai pratiqué l'hypnose et l'auto-hypnose amoureusement pendant 10 à 12 ans environ. Je l'ai même un peu enseigné. Donc, ce que je vais dire n'est pas un préjugé. Hein. C'est-à-dire que je suis allé, j'ai mouillé le maillot, etc.
Je pense que c'est un des futurs scandales de santé publique du 21e siècle. Comme l'a pu l'être l'amiante autrefois, où on mettait de l'amiante dans tous les bâtiments à Jussieu, etc., avec des intoxications de milliers d'étudiants. Je pense que la généralisation et l'usage de l'hypnose, y compris de l'hypnose thérapeutique, va être un scandale de santé majeur. Alors, je ne sais pas quand ça sortira, 2030, 2050, 2070, je n'en ai aucune idée. Mais on est en train de bousiller des cerveaux par paquet de 10 000. L'immense majorité, 99% des praticiens d'hypnose que j'ai croisés n'en sont absolument pas conscients. Ils le font de toute bonne foi, tout comme énormément d'infirmiers ont injecté nos anciens avec des produits toxiques il y a quelques années. Je veux dire, voilà. Les gens ne sont pas des mauvaises personnes, simplement il peut y avoir un déficit d'information et de conscience, voire de discernement sur certains sujets. Et j'explique en détail sur ma chaîne, justement, les raisons d'un positionnement aussi radical, alors qu'au départ, j'étais profondément pro-hypnose. Et c'est à force de voir les dégâts de cette pratique que j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, que j'ai déjà arrêté l'hypnose moi-même. Et puis maintenant, j'essaie d'informer sur ce sujet. Mais c'est pas évident parce que l'hypnose a très bonne presse, elle est très populaire, y compris auprès des professionnels de santé, parce qu'on ne voit que son efficacité. Elle est efficace, bien sûr que c'est efficace, mais par contre, personne ne communique sur qu'est-ce que ça coûte. Et je peux vous dire que le prix est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Alors c'est ça que moi je voulais te dire, mais c'est bien, tu as répondu avant que je te pose la question. Ça marche, c'est ça que tu dis, c'est que ça marche. Oui, ça marche bien. Globalement, ça marche très bien. D'hypnotiser les gens et l'auto-hypnose marche, mais tu avais l'air de dire qu'il y a un seuil de tolérance du psychisme et qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Et en plus, non, pardon, excuse-moi, je t'arrête. C'est pas ça que je dis du tout. Non, ça marche, mais c'est pas une question de seuil de tolérance. C'est que les dégâts sont immédiats dès la première séance d'hypnose. C'est pas la notion de séance de seuil de tolérance. On pourrait croire qu'un peu comme certains produits qui sont toxiques que passer une certaine dose. Oui, moi c'est ça que je me disais. Oui, mais c'est pour ça que je me permets de te couper. Non, c'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est toxique directement. Si tu veux faire une métaphore avec la toxicité, il faudrait dans ce cas-là faire une métaphore avec certaines formes de cannabis où dès la première prise, ça te modifie le cerveau pour toujours. Donc non, c'est une saloperie. D'accord. Est-ce que tu t'arriverais à donner rapidement, comme ça, ou plus, si affinité, le prix que ça coûterait ? Alors, je peux donner quelques éléments pour que les auditeurs se rendent compte, mais c'est quelque chose quand même qui est très individualisé. Parce que quand on va faire de l'hypnose, on va rentrer dans le subconscient des gens et il ne vous a pas échappé que ton subconscient, ce n'est pas le mien. Donc les formes délétères que ça va prendre vont varier selon les individus. Mais d'une manière générale, ce qui va être commun à tout le monde, c'est que quand on fait de l'hypnose, on fait de l'hypnose avec un but, avec un objectif. C'est-à-dire qu'on en attend quelque chose, on aimerait que quelque chose se passe. Par exemple, arrêter de fumer. C'est bateau, c'est fréquent, etc. OK. En soi, je n'ai pas de problème avec les gens qui veulent arrêter de fumer. Au contraire, je les encourage, c'est très bien. Simplement, donc peut-être que l'hypnose va marcher pour arrêter de fumer. Selon les études, c'est autour de 70-80% des cas où ça marche. Donc c'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, ça donne espoir. Bon. Sauf que derrière, pourquoi est-ce que l'individu, il fumait ? Je ne sais pas, ça dépend. Chacun a sa propre raison de fumer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le comportement sans permettre à la personne de se reconnecter avec elle-même et avec son histoire. C'est-à-dire qu'on va formater les gens pour qu'ils correspondent à une idée qu'on attend d'eux, en l'occurrence ici, l'idée de quelqu'un de non-fumeur. C'est-à-dire qu'on va aliéner les gens, exactement comme dans l'histoire avec Chabal que tu évoquais tout à l'heure. C'est comme si on disait « t'as pas de cardio, on va t'hypnotiser pour que tu aies du cardio ». Ah oui, moi, je pense que c'est faire rentrer les gens dans des cases, dans le sens d'un jeu pour enfants, vous savez, avec les enfants un peu mongols qui essaient de faire rentrer les carrés dans les ronds ou les ronds dans les carrés, tu vois, quitte à détruire le truc. Moi, je crois qu'on est en train de détruire les gens en voulant les faire rentrer là où ils n'ont pas à rentrer. Et qu'il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus respectueuses de l'individu, comme celle des coachs en Angleterre que tu évoquais, qui disaient plutôt
Quels sont tes points forts, Sébastien Chabal? Ok, on va faire en sorte que tu puisses trouver ta place dans l'équipe sans avoir besoin de te transformer du tout au tout. Et à partir de là, on est dans une approche qui est beaucoup plus respectueuse de l'individu puisqu'on ne va pas essayer de le formater. Et moi, mon expérience, c'est que les gens détestent se faire formater. C'est instinctif. Les gens aspirent à être aimés comme ils sont, à être respectés comme ils sont et détestent rentrer dans un moule qui ne les respecte pas. C'est n'importe qui a déjà travaillé avec des enfants, c'est de quoi je parle. Et toi-même, tu sais. En fait, quelque part, c'est prendre les gens pour des objets. Quelque part, c'est en effet prendre les gens comme des objets qu'on va manipuler pour qu'ils remplissent un rôle qui est le rôle qu'on attend d'eux. Et moi, je pense que l'humain mérite mieux qu'une méthode qui conditionne les gens à réaliser des tâches. Je pense que les humains sont dignes de respect et de considération pour ce qu'ils sont. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément continuer de fumer si on a envie d'arrêter de fumer. Je suis en train de dire qu'il y a d'autres méthodes pour arrêter de fumer qui n'impliquent pas une telle violence vis-à-vis de son propre psychisme. Oui, d'être plus à l'écoute de soi-même, d'une manière plus fine, et de savoir si on prendrait ça comme un symptôme, par exemple. Exactement. D'aller chercher la cause plutôt que de fantasmer et projeter un idéal de soi futur et d'essayer d'y coller en splittant quelque part la personne, quoi. Mais la société capitaliste de connivence moderne a intérêt à ça. Elle passe son temps par les publicités, par les médias et le marketing, à créer aux gens des idéaux du soi. Il faut que tu sois grand, il faut que tu aies un six-pack, sinon tu vaux rien, il faut que tu gagnes 10 000 € par mois, il faut que tu ceci, il faut que tu cela. Il faut que tu aies des gros seins, il faut que tu aies des lèvres pulpeuses, il faut que tu sois drôle, il faut que tu... En fait, à un moment donné, tout ça a un impact sur la psyché des gens, parce qu'on passe sa vie à se comparer. Et tant qu'on passe sa vie à se comparer, on n'est pas en train de s'aimer. Et c'est là où on voit qu'au départ, on était venu pour arrêter de fumer. Et en fait, on va entretenir une vision d'une forme d'aliénation de soi et d'un désamour de soi à cause justement d'une façon de rentrer en relation avec son propre subconscient qui pourrait être beaucoup plus doux et beaucoup plus humain, justement. D'accord. Est-ce que tu penses, du coup, qu'il y aurait beaucoup de business qui s'écrouleraient en partageant une vision de rencontrez-vous Ah, mais c'est certain. En fait, j'ai l'impression que tout ce que tu dis, c'est juste pour vendre des choses, quelque part. Ah, mais totalement. Est-ce que c'est de l'utilitarisme, quelque part? C'est complètement de l'utilitarisme. Et à l'époque où je faisais de l'hypnose, justement, je voyais bien, tu vois, on peut faire une séance d'hypnose pour arrêter de fumer, une séance après pour consolider, une séance d'hypnose pour mieux communiquer avec ses enfants, une séance d'hypnose pour mieux communiquer avec son patron, etc. Et en fait, tu peux vendre aux gens des rustines, en fait, toute leur vie, tu vois, sur leurs pneus. Alors qu'une méthode qui est réellement respectueuse de l'individu et qui amène la personne à se trouver elle-même, au bout d'un moment, effectivement, c'est pas bon pour le business, mais c'est bon pour l'individu. Donc tout dépend les intérêts de qui on sert. D'accord, c'est un choix. Est-ce qu'on est vraiment au service de l'individu, ou est-ce que, sous couvert d'être à son service, en réalité, on va essayer de lui soutirer un maximum d'argent? Et si tu veux, c'est vraiment une métaphore du système social actuel. Tout à l'heure, autrefois, les médecins, ils étaient vraiment dans l'intérêt de la santé du patient. Aujourd'hui, on voit bien que les sociétés pharmaceutiques essaient de rendre un maximum de gens dépendants, etc., et que le profit personnel a pris le pas sur le serment d'Hippocrate. C'est exactement le même pattern. D'accord, il y a une dérive, quoi. Juste pour les plus jeunes et les novices, comme tu le sens en une phrase ou plus, parce que je sais que tu as fait une vidéo dessus sur ta chaîne, l'utilitarisme, pour ceux qui entendent le mot pour la première fois. L'utilitarisme, c'est un courant de philosophie qui consiste à penser que la fin justifie les moyens et que ce qui compte dans la prise de décision, c'est que ça apporte des bienfaits pour le plus grand nombre. On est dans une logique majoritaire. C'est typiquement le paradigme de la démocratie, par exemple. Si ça bénéficie au plus grand nombre, ça va. Mais poussons un petit peu le raisonnement utilitariste dans ses retranchements. Si ça bénéficie au plus grand nombre, quelque part, une tournante,
ça bénéficie au plus grand nombre. Ah, ça Ah, coince. eh ben oui, et là, ça coince. Et là, on se dit, ah mince, il y a peut-être un truc qui va pas quand même, tu vois. Donc il y a un Et oui, sacrifice, ouais. Parce qu'il y a un sacrifice de ces gens qui ne font pas partie de la majorité. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens, en fait? C'est ça. exactement. Et ben, dans une approche utilitariste, les gens qui ne sont pas majoritaires, quelque part, on peut bafouer leurs droits, on peut bafouer leur souveraineté, on peut bafouer le respect le plus élémentaire pour la personne humaine. Et c'est quelque chose qui me gêne profondément et qui, à mon avis, est une incohérence majeure de l'utilitarisme. Mais j'en parle en vidéo. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les ravages de l'utilitarisme » et dans lequel j'explique un petit peu les incohérences là-dedans et puis dans d'autres vidéos sur la chaîne, les incohérences profondes de ce système. Mais il faut bien comprendre que c'est une philosophie politique qui a aujourd'hui encore énormément de poids, notamment chez les décideurs politiques. Le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron, c'est de l'utilitarisme. Le fait d'empêcher les gens de sortir dans la rue, de les obliger à se masquer, de leur dire « n'allez pas voir papy et mamie », c'est de l'utilitarisme. Et c'est là où on voit que l'utilitarisme est le pendant philosophique des sociétés de contrôle orwelliennes. C'est on va toujours faire les choses pour le bien du plus grand nombre. Oui, c'est présenté avec des vertus. En tout cas, c'est vendu. Ouais, mais du coup, il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a un coup. C'est un vice qui est vendu comme une vertu. Voilà, exactement. D'accord, ok. J'aurais envie de Mais, partir dans plein de attends, trucs. pardon, mais Vas-y. historiquement, pour ceux que ça intéresse, il faut revenir à Mandeville. Et je renvoie les gens qui voudraient en savoir plus à aller prendre connaissance du formidable travail qu'a fait Dany Robert Dufour sur Mandeville et l'origine du capitalisme, avec ce double standard entre toujours paraître vertueux, mais en fait, derrière, encourager les vices. Il a fait tout plein de travaux, notamment un que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Baisse ton prochain ». Et voilà, que je trouve remarquable. Et c'est marrant parce qu'en tenant un tel discours, on pourrait croire que je suis de gauche, et pourtant non. Mais comme quoi, ça n'empêche pas d'avoir une critique d'un certain nombre de choses. Donc. Ok. Quand tu dis présenter comme des vertus et derrière encourager les vices, du coup, les vices ne sont pas refoulés dans l'inconscient. Ils sont exercés en toute conscience, mais dans le dos. C'est ça? Non, ils sont recadrés comme étant des vertus tant que ça profite au plus grand nombre. Ah oui, donc ouais, c'est une réécriture. C'est une réécriture, ouais. Ok, d'accord. J'aurais plein de questions, mais si tu veux bien, on va passer à l'image suivante. Comme tu veux. Là encore, c'est toi le maître de cérémonie. Yes. Allez, on y va. Est-ce que tu vois bien? Oui. Alors voilà, je vais décrire, c'est une capture d'écran des premiers Rap Contenders. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était ça existe encore, hein, c'est une ligue de clash préparée à l'avance, a cappella. Donc voilà, c'est souvent du 1 contre 1, il y a eu des 2 contre 2 aussi. Et là, on voit Nekfeu. Alors moi, je vais te décrire ce que je voyais et comme ça, tu pourras rebondir aussi avec ta vision. On voit Nekfeu, donc un rappeur français très connu, qui est quand même les bras croisés avec un léger sourire. Donc pour moi, je me dis, il a quand même accepté les règles de ce jeu-là, mais avec une forme de tranquillité où il le prend pas pour lui. Et à côté, on a, il y avait l'unique qui a le poing levé, et que on connaît, enfin ceux qui connaissent pas, allez voir, c'est intéressant quelque part, qui prenait les choses très à cœur. Après, moi, je suis pas dans la tête des gens, mais là, j'en vois ce que je vois, et puis le public qui regarde ça. Alors moi, mes questions, c'est quel est l'impact Alors, on va partir sur ça déjà. Quel est l'impact des gens qui pourraient venir comme ça se faire dépouiller verbalement ou plus? Parce que des fois, il y a des choses sur les mères, sur les réseaux, les sœurs. Enfin, des fois, il y a des choses comme ça. Attends, il y a des choses sur les mères et sur les sœurs, mais normalement, ils se concertent d'abord pour savoir s'il y a des angles que la personne d'en face n'a pas le droit d'utiliser dans son texte. Ouais, après, moi, j'ai vu aussi à des moments, on dit « Oh, mais t'avais dit qu'on parlerait pas de ça, mais on va quand même y aller !» Donc jusqu'où après, peut-être qu'ils jouent en interne en disant « c'est bon, il m'a dit que je pouvais, mais je fais semblant qu'on pouvait pas. » C'est ça, parce que normalement, ils ont des angles interdits. Hein. D'accord, ok. Mais moi, je les ai beaucoup suivis. En plus, moi, j'ai vu vraiment quand ça a émergé, les premiers avec Gizmo, tout ça. J'ai vraiment suivi ça, l'émergence de ça. Et j'ai vu quand même, j'en ai vu un. Alors, de nom, il y avait. Il y en a, bon, bref, c'est pas le principal, les noms. Mais il y avait Dinos, l'unique, et de l'autre côté, Macorny, et je ne sais plus. Il y avait un très gros niveau. Et à un moment donné,
il y a eu rapprochement physique. Il y avait une telle tension dans le clash que je me suis dit, même Oui, ils sont préparés, il y a le public, etc., ça n'empêche pas à un moment donné d'être humain et d'être touché, quoi. bah bien sûr. Puis Donc, surtout qu'en plus, chacun essaye de toucher l'autre pour qu'il lui faire perdre ses moyens. bah ouais, c'est ça. Donc, est-ce que, ouais, qu'est-ce qui pourrait se passer déjà pour eux? On voit, enfin, moi je les ai suivis, il y en a qui prennent beaucoup de plaisir. À la fin, c'est comme un match de boxe, ça se check, etc. Mhm. Est-ce que même sous le seuil de conscience, on pourrait prendre des coups qui nous font vraiment mal et pas se rendre compte et perdurer dans la compétition? Ah, mais évidemment, évidemment, je pense qu'il y en a plus d'un qui, à un moment donné, ont dû se faire moucher et ont dû, après, ramasser leur ego à la petite cuillère le soir dans leur chambre d'hôtel ou de Airbnb. Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, là, c'est du show. C'est du show business. Donc, de toute façon, business, c'est du show, puisque ça, ils gagnent pas non plus énormément d'argent. C'est un milieu où justement ils ont du mal à faire rentrer de l'argent, donc le peu qu'il y a en général, ils se ruent dessus. Mais non, c'est du show, donc il s'agit de continuer de montrer une certaine apparence, et donc ça induit forcément un minimum de dissociation au niveau du psychisme. Bien sûr, donc c'est évident, j'ai pas les statistiques, mais c'est évident qu'il y en a forcément une partie qui a fini en mangeant ses dents, symboliquement parlant, évidemment. Évidemment. Après, j'en vois aussi, parce que moi aussi, je les ai pas mal regardés, ces Rap Contenders à une Ok. époque. Et je veux dire, je connais la plupart des gars là-dedans. Hein, bon. Ah, tu les connais directement? Non, non, je les connais pas Ah dans oui. la vie, mais en tout cas, je vois qui c'est. Tu vois, tu me parles de l'Unique, je vois très bien qui c'est. Les K5, Wojtek, etc., Hermano, machin, Ah oui, donc Parano. Enfin bon, bref, ouais, tu connais un peu quand même. je connais raisonnablement bien ce niveau, Louvre, etc. Bon. Euh, c'est un milieu de gens qui. Enfin, il y a énormément de violence mise en scène, mais j'ai vu aussi énormément de solidarité et un esprit très bon enfant. Ok, Très, très bon enfant. Je crois que ce sont des gens qui jouent à la violence plus qu'ils ne sont vraiment violents. ok. Donc c'est une Tu forme de vois? sublimation quelque part. Ouais, ouais, il y a une vraie sublimation. La plupart sont vraiment des artistes et ils portent leurs textes et ils mettent leurs tripes dans leurs textes. Et je crois que c'est un jeu, et la plupart de ceux qui réussissent là-dedans et qui jouent bien sont vraiment des gens justement qui jouent, qui ont le sens du jeu et qui prennent pas ça au sérieux, mais 2 secondes. Et toi, cet univers rap, tout ça, c'est quelque chose qui te parle musicalement ou pas du tout? Honnêtement, j'ai découvert ça très très tard, j'avais plus de 40 ans quand j'ai découvert ça. Je pense que si j'avais découvert ça à 18 ans, je serais passé faire un tour. Ok, sympa. Et pour ceux qui regardent, du coup, qui prennent plaisir, moi j'avoue avec des amis, en plus on se racontait, on dit t'as vu ça, voilà ce qu'il lui a mis, Mhm. etc. Après on les regardait ensemble, puis après ça m'est complètement passé. Mais est-ce que c'est comme un match de boxe quelque part, est-ce qu'il y a une forme de catharsis? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour quelqu'un qui regarde ça? Qu'est-ce qu'il vient y chercher quelque part? Ah ben de toute façon, c'est la remise en scène d'un conflit mimétique selon la théorie de René Girard. C'est littéralement ça. C'est vraiment c'est les mêmes pulsions qu'on avait au lycée quand il y avait 2 personnes qui commençaient à s'embrouiller, où tout le monde voulait voir qui va gagner et qui va perdre, quel est qui va ressortir dominant, tu vois, du clash, même si c'est uniquement verbal. Ça touche à nos instincts limbiques, si tu veux. Parce que tout le monde dans une tribu se doit de savoir quelle est la position éthologique des autres. Donc c'est exactement la même chose qui se remet en scène. De toute façon, on sécrète énormément d'ocytocine aussi en voyant ça. Il y a des études qui montrent que tout ce qui est ragot stimule le lien social, fait que les gens, en échangeant des ragots, les gens se rassemblent. Les gens se sentent appartenir au même groupe en échangeant des ragots. Là, ça n'est jamais que des ragots mis en scène avec une rythmique, si tu veux. Tu vois, quand un tel dit ah, voilà, j'étais dans ta mère, mais j'ai bien vu, c'est con, elle t'a abandonné, machin. Tu vois, il parle des secrets de famille, il parle tu vois, des couples qui s'embrouillent, des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très limbique qui parle au cerveau mammifère, en fait. Donc, il y a un petit alibi vaguement avec des rimes et quelques références, mais en réalité, on n'est pas en train de faire de la science de haut vol ou de la philosophie de haut vol.
On est dans quelque chose qui parle au cerveau mammifère. Et d'ailleurs, il suffit de voir, dès qu'une bonne punchline est envoyée, tu as les gens qui font « Oh !» tu vois, comme des chimpanzés tu vois, qui hurlent. Et voilà, donc on est dans une version un peu à peine sublimée de rituels de domination éthologique de grands singes. Et c'est OK, il n'y a pas de mépris quand je dis ça. Et c'est OK. Mais si on va un peu plus loin donc, dans l'analyse, on est en train de remettre en scène une violence. Comme le disait donc l'anthropologue René Girard, toutes les cultures et toutes les civilisations sont basées sur le sacrifice, sur un sacrifice humain d'un des membres du groupe. Et donc là, la question, c'est qui va se faire sacrifier. La question, c'est pas tant qui va gagner que qui va perdre. Parce que c'est lui qui va devoir porter le fardeau de toute la nullité des spectateurs. C'est-à-dire les spectateurs vont s'identifier, vont rentrer dans une transhypnotique d'identification au vainqueur pour se dire « Ah, moi, je me prends pour le vainqueur et je me prends surtout pas pour le vaincu ». Et ça permet justement d'avoir une image de soi qui reste idéalisée. Et c'est pas pour rien qu'on se désintéresse assez vite de ce genre de choses dès qu'on arrive à une certaine forme de maturation émotionnelle, on va dire. D'accord. Je rebondis avec une anecdote. Quand j'habitais au Burkina, à un moment donné, j'étais avec un ami et je vois sur le chemin qu'il commence à dire des choses à une dame qui est là et ça monte un peu dans les tours. Toi, il se vanne et des choses pas vraiment cool, quoi. Et là, bon, le truc passe et je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai pas compris. Et là, il m'a expliqué en fait que c'est les parentés à plaisanterie. En fait, c'est valider d'une ethnie à une autre. Donc, ça marche pas avec toutes les ethnies. Et de se vanner comme ça pour faire un espèce d'huilage social et pour faire tomber les tensions. En fait, le faire un peu tout le temps en rigolant, et ça permettait, au lieu de prendre sur soi, de prendre tout au sérieux, de se dire des vacheries énormes, mais tout en rigolant. Et après, on passe notre chemin pour peut-être qu'il y a quelque chose mais bien sûr, de faire sortir ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis, bien sûr. Et c'est justement ça qui m'a intéressé au départ quand j'ai découvert ces rap battles, c'est de voir le sentiment d'unité qu'il y avait entre les différents membres du groupe. Alors, c'est pas toujours le cas, évidemment. C'est comme les superstars du catch, il y a des ennemis éternels, etc. Mais globalement, pour pouvoir se dire de telles horreurs, il faut derrière avoir un lien humain très fort. Et effectivement, c'est un grand plaisir que de dire des horreurs à des gens qu'on aime profondément. Parce que, en fait, c'est une manière qu'a le cerveau de jouer à la rupture. C'est-à-dire qu'il joue à la rupture du lien, mais le lien est toujours là. Et ça, le petit enfant intérieur, il adore ça. Parce que c'est vraiment, on va faire comme si on se clashait, mais pour de faux. Donc, du coup, on jouit à la fois de pouvoir être odieux, tout en jouissant encore plus de voir que le lien est toujours là et que l'amour est toujours là et que le lien est tellement solide qu'on peut se permettre. Donc, c'est une double jouissance. Ah ouais, c'est pas mal de le voir comme ça. C'est une manière de voir à quel point le lien humain est fort. Et voilà, moi, je me souviens de certains battles où effectivement, ils étaient allés, les gens, ils s'étaient enchaînés, mais avec un certain talent, et de les voir à la fin de se prendre dans les bras. Et dans l'analyse du non-verbal des protagonistes, on pouvait voir que vraiment, ils avaient passé un bon moment, que c'était une performance et qu'ils avaient bien conscience que ça n'était que des personnages. Ouais, c'est comme un match de boxe, même s'ils se cognent, ils veulent se tuer au moment donné du round, à la fin, exactement. Tu sens qu'ils ne s'en veulent pas et voilà. En fait, c'est une manière d'aller se frotter à l'autre et d'aller le rencontrer dans sa violence. Parce que rencontrer l'autre et établir l'intimité avec l'autre, c'est aussi être intime avec sa violence. Quelque part, tant qu'on ignore tout de la violence de l'autre, on n'est pas intime. C'est pour ça qu'avec sa boulangère, on dit « Bonjour madame, une baguette bien cuite ». On n'est surtout pas violent, parce qu'on n'est pas intime. Ah, donc pour toi, dès qu'il y a un peu d'accrochage et de violence, même symbolique, pas forcément de se mettre des patates, il y a une espèce on essaie de découvrir un continent à la fois en l'autre, mais surtout en soi. Oui, pourquoi tu crois que ces jeunes gens y vont ? C'est effectivement une envie de briller, c'est une envie de montrer aussi qu'on a de la répartie et qu'on a des qualités. Il y a quelque chose de rituel au sens de
regardez mes partenaires sexuels potentiels, regardez comme je réponds rapidement, regardez comme je suis intelligent, regardez comme je peux faire preuve de grande qualité, puisqu'on sait que le quotient intellectuel, par exemple, est corrélé à l'aisance à l'écrit et l'aisance à l'oral et la capacité de pouvoir justement délivrer un battle flow de qualité, hein, en tout cas au moins l'intelligence langagière, et tout ça, ça peut être valorisé, en tout cas jusqu'à un certain point. Passé un certain point, les femelles s'en fichent, mais en tout cas, au niveau des rap battles, c'est pile le niveau que les femelles considèrent encore. D'accord, ouais, donc oui, ça sert plusieurs niveaux, quoi. Voilà. Ok, très bien. Bon, on va passer à l'autre. Hop. Tu vois toujours, c'est bon? Ah oui. Hop. Alors, c'était une blague. Tu as envie que toutes les femmes te courent après, deviens conducteur de bus. Oui, mais voilà, on est toujours dans ces mêmes usages des pulsions mammifères pour vendre un métier qui sinon est pas forcément sexy d'ailleurs, qui est pas le métier de conducteur de bus. J'ai jamais entendu une seule nana se dire waouh, mon mec est conducteur de bus, c'est trop glamour. Donc évidemment, en plus c'est pas spécialement bien payé. T'as quelques risques selon les quartiers que tu vas desservir. Bon, c'est pas sexy pour dessous. Donc comment est-ce qu'on pousse les gens à acheter ça? Eh ben, on lui fait croire subconsciemment, évidemment, voilà, c'est vraiment de la manipulation bas de gamme. C'est tout ce que je déteste. D'accord. Moi, j'étais sur le fait de plus sur je m'en servais de cette blague pour partir dans le thème. On pouvait partir dans deux thèmes, ou soit je mettais des rires de sitcom derrière et on voyait l'impact d'une blague pas forcément ouf et l'impact des. C'est toi qui choisiras d'ailleurs dans quoi tu pars. Et l'impact de ces rires de séries, etc., sur nous, le fait qu'on a envie de rigoler un truc où s'il y a un vide. Ou soit, si tu veux, tu peux partir dans le fait des gens, des coachs qui essayent de dire il faut devenir telle chose, comme ça après vous aurez des femmes, etc. Est-ce qu'il y a une des deux pistes qui te chauffe là pour le coup? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment rituel. C'est toujours créer un idéal du moi, voilà, vraiment créer un idéal du moi à la personne et lui faire miroiter l'idée qu'il pourra avoir plein de femmes s'il fait ce qu'on lui dit de faire. Enfin, en gros, on est simplement en train de l'hypnotiser et de lui dire voilà, fais bien où je te dis de faire et tu seras un mâle alpha ou une connerie comme ça. Bah oui, mais sauf que c'est une contradiction et c'est là où dans toute forme d'hypnose il y a un mensonge forcément. Et je te dis, c'est vraiment tout ce que je déteste. Ok. Vraiment. Parce qu'il y avait le fait de dire ouais, vous pouvez devenir un mâle alpha, ça communique que tout le monde pourrait le devenir. Voilà, sauf que c'est un non-sens en fait. Parce qu'il y a des gens qui seraient très bien dans leur peau en n'étant pas ça du tout, quoi. En plus, c'est rien ne dit que ce soit forcément une bonne idée. Hein. Chez les chimpanzés, les mâles alpha effectivement fécondent plus de femelles. Enfin, de toute façon, même le modèle d'alpha, il est complètement périmé, même en biologie. Donc c'est vraiment des visions qui sont d'un autre âge. Mais en tout cas, même les singes dominants, effectivement, en général, ils fécondent plus de femelles. Effectivement, ils ont plus de descendants. Mais ils meurent aussi beaucoup plus jeunes. Ils ont aussi un taux de cortisol beaucoup plus élevé parce qu'ils sont chroniquement stressés, parce que tous les autres chimpanzés veulent leur prendre leur place. Donc, c'est une vie qui fait que tu as une qualité de vie moindre, si tu veux. Donc, les choses sont beaucoup plus complexes que dominant-dominé. Mais justement, tant qu'on parle à un public peu éduqué et peu conscient de lui-même, ce public-là va modéliser les choses en termes de bien-mal ou en termes de globe-pas globe. Et donc, là, on leur dit deviens conducteur de bus, c'est globe. Bon, ok, ça va. Mais c'est une forme de misère intellectuelle, quelque part. Mais moi, tu prêches un convaincu, mais comme j'en vois encore beaucoup de coachs en séduction sur les réseaux, puis maintenant, les jeunes qui ont 20 ans et tout, ils le reprennent peut-être avec au moins de savoir, moins de qualité en plus. Tu tombes encore là-dessus. Alors pour toi, je sens que la coupe est pleine en disant c'est bon, limite on en parle plus, c'est dépassé, mais ça existe encore dans le réel de 2020. Mais je sais bien que ça existe encore, mais pour moi, ça confine à l'exploitation d'une forme de misère humaine en fait. Et je n'aime pas que sous prétexte qu'on dispose d'un recul, d'une instruction et d'une éducation, on s'en serve pour manipuler des gens en utilisant leur manque d'estime d'eux-mêmes ou leur ignorance.
je pense qu'il y a une responsabilité dans le fait d'être un sachant et voilà. Et je suis pas contre le fait que les gens gagnent de l'argent, au contraire, je trouve ça très bien, mais on peut gagner de l'argent sans jouer sur des leviers comme ça que je trouve, on va dire, qui ne sont pas conformes à mon éthique. On va dire ça comme ça. Ok. Allez, suivant. C'est une petite image d'une BD de dessin où il y a une vendeuse qui tient une espèce de pendentif avec une pierre au bout, je pense. Elle parle à une autre dame qui n'a pas l'air très emballée, mais qui écoute cette phrase. Cette amulette protège contre la superstition. Et du coup, moi, j'avais envie de partir dans tout ce domaine parce que je constate beaucoup de gens qui me parlent de pierre, de tirer les cartes, de l'astrologie, faire bouger les tables. Enfin, on pourrait le Ouija, on pourrait développer Oui. à l'infini. Les pendules, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Euh, Toi, comme ça, sans que j'avance plus, s'il y a qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur ce genre de domaine? Parce que là, c'est une blague, quoi. Mais Là, la blague est rigolote et la blague joue sur un effet effectivement de récursivité. Cette amulette protège contre la superstition. Donc, en termes de linguistique, on a une méta-proposition qui contredit la première proposition. Bon, bah, c'est un ressort effectivement humoristique assez classique. Sur le reste, sur l'angle que tu me suggères, on est toujours dans le même pattern d'exploiter la misère humaine. C'est-à-dire que on parle. Les gens qui adhèrent à ce genre de choses, la plupart du temps, ont à l'intérieur un petit enfant blessé qui cherche des réponses, mais qui ne sait pas où les en chercher. Et donc, c'est là où on va exploiter la misère humaine de ces pauvres gens. Bon, c'est. Je sais bien que ce genre de choses existera encore dans un siècle et que c'est vraiment le pendant d'un manque d'éducation, pour ne pas parler d'un manque d'intelligence. Donc, bon, ouais, t'as les c'est comme artisans ça. avec. Je pense qu'au fond de moi, je préférerais que les gens aient le meilleur pour eux-mêmes, mais c'est comme ça. Tant qu'il y a des gens avec 85 de quotient intellectuel, bah, il y aura des gens avec 110 qui les exploiteront. Ah oui, parce qu'il y a le pendant aussi inverse, on disait en début d'émission. Il y a des gens qui. Alors moi, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas tout ce qu'on est en train de dire et qui vraiment, entre guillemets, de bon cœur vendent ça. Mais il y a quand même aussi les charlatans qui savent très bien, parce que tôt ou tard, surtout avec Internet et tout, ils ont bien dû tomber sur une vidéo qui leur parle de ça. Et qui, Ouais, c'est ça. qui savent plus ou moins, bon, je sais que c'est pas très efficace, mais bon, jusqu'à présent, ça fait 30 ans que je fais ça, donc bon, bah, let's go, quoi. Puis il y a toujours des gens qui adhèrent à ça, donc pourquoi lâcher aussi d'un. Enfin, moi, je vois aussi une dynamique là-dedans. Enfin, on pourrait dire, comme les politiques, quoi, on pourrait pointer du doigt toujours des gens, mais en même temps, bah, il y a des gens en face qui adhèrent aussi à une certaine narration, quoi. Le truc, c'est que ce genre de pierres et d'amulettes ont un effet réel. Et ça, c'est intéressant. Il y a plein d'études sur l'effet placebo de ce genre de technique. Et donc, c'est là où des gens qui sont non éduqués ne feront pas la différence entre un effet placebo, etc. Bon, je ne vais pas ici reprendre toutes les bases de la zététique. Il y a suffisamment de chaînes autour de la zététique ou les bases de la science. Mais c'est évident que des gens qui n'ont pas les bases de la méthode scientifique bah, vont pouvoir se faire avoir. Et puis, d'un autre point de vue aussi, on peut utiliser cet effet placebo, comme dans ce qui se fait en ethnopsychiatrie, etc., pour justement aiguiller cet effet placebo dans le sens de la guérison des uns et des autres. Donc, évidemment, de ce point de vue-là, ça peut même être intéressant, thérapeutiquement parlant. Le tout, c'est de ne pas mentir aux gens. Donc là encore, on est dans des questions d'éthique. Ok. Et le propre de l'éthique, c'est que contrairement à la morale, elle est personnelle. Donc moi, je peux te partager mon éthique, mais à la limite, on s'en fiche de mon éthique. Tu vois, ça parle que de moi. Hmm, Et moi, je suis pas un père la morale, quoi. Chacun fait bien ce qu'il veut là-dessus. Donc bon, voilà. ok. Moi, j'aurais quand même envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à ça, il y a il y a l'effet idéomoteur. Et déjà, Mhm. pour moi, c'est une entrée doucement dans quelque chose de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, rien qu'au niveau un peu biologique.
et Quand psychologique. quand tu parles d'effet idéomoteur, tu parles quand on fait de la Ouija ou qu'on fait tourner les tables, ce genre de choses? Ouais, l'écriture automatique, le pendule, Écriture automatique, etc. Oui, oui. voilà, Alors, pour les auditeurs, les mouvements idéomoteurs, c'est une forme de trance hypnotique dans lequel le corps va bouger tout seul sans l'interférence du conscient. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui va s'exprimer directement. Et donc, des gens qui ne comprennent pas ça peuvent être amenés à penser que il se passe autre chose, etc., etc. Et effectivement, tant qu'on n'a pas une compréhension minimum du rasoir d'Occam, on peut être amené vers des explications assez fantaisistes. Tu m'amènes à faire presque une vidéo de zététique, là. C'est drôle, parce que c'est pas du tout mon angle habituellement. Ok, bon, on va passer à autre chose alors. Hop. Il y a Clara Morgan qui dit: Je devais aller à l'extrême de ma personnalité. Du porno à la littérature, Clara Morgan se confie sur ses mille et une vies. Alors moi, j'avais envie de voir les deux pendants, l'impact sur le cerveau de ce genre de contenu pour les gens qui regardent, et du côté, qu'est-ce qui pourrait se passer aussi le cerveau d'une jeune fille. Bon, maintenant on est sur les mimes et OnlyFans, etc. Et aussi en troisième volet, le fait que ces gens-là qui passent par cette case-là, j'ai quand même beaucoup l'impression, et surtout avec l'exemple de cette jeune femme, de cette femme maintenant, que même si elle fait de la musique, elle fait des livres, etc., j'ai l'impression qu'on est quand même facilement... on l'a identifié là-dessus et ça viendra jamais trop effacer ça, quoi. Ah, mais de toute façon, on n'a jamais deux fois l'impression de, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, la première impression, ça va constituer un réseau de neurones primaires sur laquelle ensuite vont s'agréger les autres informations qu'on va apprendre sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est évident que les premières émotions qu'on ressent quand on croise quelqu'un, ça va nous marquer définitivement. Et à moins d'avoir un cerveau un petit peu plastique, elles vont continuer à nous influencer. Ce qu'on appelle en psychologie l'effet de simple exposition. L'effet de primauté. Enfin bref, Ah oui, les premières informations qu'on a sur quelqu'un nous influencent. Même si après, on nous apprend qu'elle est fausse. Il y a des études qui ont été faites comme ça. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de présenter au sujet quelqu'un avec un comportement socialement répréhensible. Je sais pas, il insulte un enfant qui n'a rien fait ou un truc comme ça. Tu vois, il y a l'expérimenteur qui lui dit oui, mais c'est un sale type, etc. Et puis après, on donne aux gens une information comme quoi il aurait donné 500 000 € à une œuvre caritative. Et les gens se disent ouais, c'est un sale type qui a donné 500 000 € à une œuvre caritative, tu vois. D'accord. Est-ce que ça marche avec les acteurs, tu sais, qui sont souvent dans les mêmes rôles, là? Mais oui, évidemment, ça marche avec les acteurs. Évidemment, c'est pour ça que les comédiens de Hélène et les garçons ont jamais réussi à faire autre chose après. Okay. Mais c'est vrai, et c'est pareil pour Christensen, le mec qui a joué Dark Vador dans la Star Wars. C'était fini. Le rôle avait tellement impacté les esprits qu'il pouvait plus jouer autre chose. Dans l'autre sens aussi, même un rôle très bon te bloque aussi des... te bloque parce que dans l'esprit des gens, t'es telle personne et tu peux pas jouer autre chose. Et même si le néocortex sait que c'est un acteur, le cerveau mammifère, puisque là, aujourd'hui, globalement, tu me branches beaucoup sur le cerveau mammifère. Parce que moi, d'habitude, dans mon travail, moi, j'aide les gens à développer leur néocortex, leur cerveau supérieur. Mais toi, tu me parles beaucoup là du cerveau mammifère, qui est le cerveau qui est le plus activé justement chez des gens peu éduqués. Précisément, le propre de l'éducation, c'est de développer, entre autres, ces lobes frontaux. C'est ce qui fait que des enfants gueulent dans une bibliothèque quand ils ont 6 ans et qu'à 14 ans, ils sont capables de se taire ou de chuchoter. C'est on les a appris à domestiquer un peu leur cerveau mammifère, justement. Mais le cerveau mammifère, par définition, c'est terrible. Il y a des gens, des acteurs d'Hollywood, comme ça, qui expliquent notamment des acteurs de soap opéra, vous savez, les Santa Barbara, les Feux de l'amour et autres feuilletons comme ça pour vieilles dames qui s'ennuient un petit peu. Il y a des acteurs comme ça de Amour, gloire et beauté qui racontent que quand ils sortaient dans la rue, il y avait des gens qui leur jetaient des pierres parce que c'était le méchant de la série. Ouais, mais j'ai bien conscience de sur quoi je t'amène, hein. Mais parce que je vois tu vois, par exemple, dans la série de... C'était quoi? Walking Dead.
Oui, Il y a eu des choses comme ça, ou même avec le Seigneur des Anneaux, le gars qui fait Boromir et tout. En fait, ouais, évidemment, il y a des gens qui se sont groupés en disant ben, on veut plus qu'il meure, parce que sinon on arrête de regarder la série. Et, voilà. et bien sûr que moi je suis pas là-dedans, mais si ça existe, j'ai envie de comprendre comment c'est possible d'être premier degré autant à cet endroit-là, en fait. Mais c'est le principe de l'hypnose, c'est que justement, quand tu es dans un état de transe hypnotique, ton cerveau limbique, ton cerveau mammifère est dans une espèce d'hypersensibilité. Et il va croire tout ce qu'on lui raconte. Hein. Je veux dire, si on a réussi à nous faire croire qu'il y avait le Père Noël qui faisait des jouets au pôle Nord avec ses lutins, on peut faire croire énormément de choses. Le tout est de placer les gens dans l'état cognitif approprié. Et c'est précisément le rôle d'Hollywood et des séries. C'est la plupart des gens regardent des séries ou des films dans un état d'hypnose profonde. D'ailleurs, quand on regarde une série ou des films et qu'on n'est pas en état hypnotique, bah, ça devient très chiant en fait comme activité. Oui, alors moi je suis très d'accord avec toi sur le Père Noël, mais le Père Noël c'est des enfants. Boromir, j'adore le Seigneur des Anneaux, c'est pas le souci. Quand le personnage il lui arrive quelque chose, bien sûr que il y a quelque chose il y a les émotions qui viennent, mais une fois que j'éteins ma télé, enfin, faut que j'aille faire à manger, il y a d'autres choses à faire, hein, en fait. Comment tu peux aller près dans le réel, dire faire une pétition pour qu'un acteur fictif ne meure pas dans la prochaine saison? C'est à cet endroit-là où je me dis comment tu peux te faire. Pour toi, c'est vraiment une hypnose massive, quoi. Mais c'est le fonctionnement normal du cerveau tant qu'il n'est pas éduqué. Ah oui, d'accord, on est comme ça. Mais c'est le fonctionnement de série. C'est si on ne fait pas l'effort d'une éducation qui va domestiquer le cerveau mammifère, nous sommes esclaves de nos mythes, nous sommes esclaves de nos passions et de nos instincts. Il suffit d'aller dans des milieux très très modestes pour le voir. Et c'est tragique. Et D'accord. c'est tragique. Ah, ouais, je suis un peu, ouais, je crois que je suis un peu triste et sidéré de ça en me disant, mais comment on peut à un moment donné, enfin, en arriver là et tu réfléchis un petit peu et tu peux sortir, parce que je suis sûr que les gens sont vraiment mal au fond d'eux dans leur trip pour un personnage fictif. Ça impacte leur vie réelle. Mais bien sûr, parce que justement, ce sont des phénomènes de projection, ce qu'on appelle une isomorphie en hypnose, et où effectivement, les gens vont s'identifier à tel ou tel ou tel personnage et avoir des affects au prorata de leur pathos non résolu. Mais si tu vas sur des gens avec 90 points de QI, ou voire même, voire 85 points de QI, c'est une personne sur 6 qui a moins de 85 points de QI. Ouais, c'est énorme, c'est ça que tu dis en fait. Une personne sur 6. Ah ouais. C'est plus de 10 millions de gens en France. Mais si on leur dit ça, c'est possible qu'à un moment donné, même avec un QI enfin, à ce niveau-là que tu es en train de dire, est-ce que quand même ils peuvent avoir une prise de conscience ou c'est plus à dire, bon, il y a des gens, toute leur vie, ils seront pris par autant d'hypnose? Mais attends, il faut qu'on se rende compte, 85 points de QI, c'est quasi impossible de lire un manuel d'utilisation. Ah oui, bon, j'ai une image là-dessus, mais c'est pour ça que... Tu vois, les gens se rendent peu compte de ce que c'est que la misère intellectuelle, à moins qu'ils aient un travail de type éducateur spé ou assistant social qui fait qu'ils y sont confrontés, tu vois, tous les jours. Mais sinon, comme le cerveau est une feignasse, nous avons tendance à postuler que les gens sont à peu près aussi intelligents que nous, avec un petit delta de 5 ou 10 points de QI. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, qui doivent demander leur chemin dans le métro parce qu'ils ne savent pas lire les panneaux, etc. Ils n'ont pas que ça à faire que de penser à la vie de ces gens-là. Et de la même façon, les gens ne se rendent pas compte que d'autres individus vivent avec une façon de regarder le monde qui sera celle des humains dans 2 siècles et qu'ils ont 2 siècles d'avance. Et que si on les écoutait, on réglerait 90% des problèmes de la planète dès maintenant. La plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte de ces extrêmes en termes d'intelligence. C'est normal. D'accord. Alors moi, je pense à tous ces gens. En plus, tu le sais, moi, c'est mon métier de base. Je suis éducateur. Ben oui. Toi, tu es éducateur, bien sûr. Donc, je connais bien la déficience, enfin, l'handicap en général, ou même au émotionnel, hein, des jeunes de mecs, etc. Donc oui, il y a des choses parce que je l'ai pris dans le frontal. Mais en même temps, j'essaye aussi parce que des fois, je trouve qu'on oublie souvent aussi par empathie les gens aussi qui comprennent des choses que les gens ne comprennent pas.
C'est souvent Mhm. de ah ouais, mais lui, tu comprends, le pauvre, non, non. Mais moi, j'ai envie d'ouvrir aussi la question à mais vous vous rendez compte des gens que tu viens de décrire, qui comprennent des choses, je sais pas, à 20 ans, 25 ans ou même avant, et Mhm. qui sont entourés de gens qui n'arrivent pas à lire une notice où c'est marqué sur de la vidange d'une huile moteur, ne pas boire. Mhm. Et moi, je pense aussi, dans les deux cas, c'est une forme de violence pour la personne qui comprend beaucoup de choses et qui se sent pas rejoint dans... Parce que à un moment donné, l'incarnation, elle y est, le réel est là. Cette Oui. personne, elle va vivre entre 20 ans et 80 ans. Avec qui Mhm. elle connecte parce que, enfin, tu me corriges si je me trompe, mais il y avait un truc que tu disais, à partir de tant de points d'écart de QI, l'intimité n'est pas souhaitée et n'est pas possible. Oui. Et ces gens-là, bah, moi je me dis, comment ils font pour naviguer dans la vie parce que Eh ben, les moi, handicaps je mentaux, peux on te n'en le parle dire pas, parce quoi. que je fais partie de ces gens-là, puisqu'effectivement, j'ai été diagnostiqué surdoué et rediagnostiqué bien plus tard. Enfin, il n'y a pas vraiment de doute. Mhm. La règle, effectivement, c'est la règle des 30 points de QI. À partir de 30 points d'écart, l'intimité ne devient plus possible parce que les gens vivent dans des mondes qui sont tellement différents qu'ils n'arrivent pas à vraiment se relier à ce que vit l'autre. Au bout d'un moment, on fait très attention à de qui on s'entoure. Et effectivement, moi, j'ai un mode de vie qui est très, très proche on pourrait dire, des ultra riches, tu sais, qui vivent dans des villes privées avec des barbelés. C'est-à-dire qu'au quotidien, je souris aux gens, je dis oui, oui, voilà, voilà. Et réellement, je laisse rentrer au-delà de mes barbelés que très, très peu de gens. C'est Mais tu es comme obligé de ça. faire un tri. Parce que tu disais que quand on fait Ouais. pas de tri, c'est un peu adolescent, quoi. On prend tout ce qui vient. Bah, il y a une profonde sagesse aussi à pas faire de tri, encore faut-il pouvoir assumer. Et effectivement, en général, comme chez les surdoués, plus on monte, plus il y a passé un certain seuil, il y a une hausse de ce qu'on appelle la myélinisation des neurones, c'est-à-dire en gros que l'influx nerveux se transmet plus rapidement, ce Mhm. qui permet aux surdoués de traiter beaucoup plus de sujets, de réagir plus vite, d'avoir un temps de réaction plus court, etc. D'accord, mais ça les rend aussi, en général, beaucoup plus sensibles à l'environnement, Mhm. beaucoup plus sensibles d'un point. Il y a énormément de gens qui ramènent avec la clinique que souvent ils ont un rapport à l'injustice qui en général revient. Parce qu'ils voient des injustices là où d'autres gens se disent juste c'est comme ça, hein, on peut pas faire. Non en fait, etc. Et en général, donc il y a énormément de gens qui ont une sensibilité accrue. Quand tu as une sensibilité accrue, tu fais plus attention de ce que tu fais rentrer dans ton système, c'est normal. Ouais, tu mets des portiques quelque part. C'est ça, exactement. Tu mets des portiques. T'es obligé. Il n'y a pas trop le choix, ou alors tu finis sous antidépresseur ou chroniquement mal, en fait. Mhm. Et ça, comme incarnation, c'est... Enfin, je suppose à un certain âge, si tu as suffisamment travaillé, ça devient plus paisible. Mais je suppose que plus jeune, Enfin, est-ce que c'est en relationnel, et puis comme tu disais, mais moi je parle en relationnel, est-ce que c'est souvent un peu des patates relationnelles de dire, mais lui, il m'a insulté, je lui ai dit, mais il continue. Est-ce que c'est souvent des illusions, un peu des échecs relationnels en disant, mais putain, mais personne ne comprend rien à ce qui se passe? Bah, disons aussi que dans notre socioculture, tu n'as pas non plus le même rapport avec les gens à 20 ans et à 60. Tu vois, à 20 ans, tu es en train de créer ta vie, tu es en train de créer ton réseau, tu fais un certain nombre de soirées, tu croises beaucoup de gens, tu croises aussi beaucoup de partenaires sexuels potentiels, etc. Tu vois, donc tout ça, ça favorise le contact avec un grand nombre de gens. Quand tu vieillis, en général, tu te replies sur des amis de meilleure qualité, sur ta famille, etc. Donc tout ça, ça induit évidemment des rapports moins bons. Mais j'ai fini il n'y a pas longtemps un livre. Attends, je vais te le chercher. Je vais au moins donner les références pour les auditeurs. Ouais, carrément, c'est cool. Je mettrai une petite musique pour faire une page de pub, comme dans les ascenseurs. Voilà. J'ai fini il y a un mois ou deux un livre qui s'appelle La malédiction de l'intelligence par Aaron Clarey. Ok. Bon, honnêtement, c'est pas un grand livre. Hein. Pour moi, ça sent le livre que le mec a dû écrire pendant le confinement. Tu vois, genre, je me fais chier, je vais écrire un livre. C'est vrai, ça. Bon, mais c'est un livre qui parle effectivement de ça, des différentes grandes étapes dans la vie d'un surdoué. Il ne faut pas attendre de ce livre des études, des informations très pointues. C'est une tranche de vie. C'est simplement le témoignage d'un surdoué. N'empêche que il tape très très juste
Et si vous avez besoin de lire le récit de vie de quelqu'un si vous-même vous êtes surdoué et que vous avez envie de lire le récit de vie de quelqu'un qui passe par les mêmes choses simplement pour vous dire « Ah oui, je suis pas seul », c'est un bon livre. Un peu déprimant, mais il y en a qui aiment avoir le spleen sur des problématiques qui les touchent. Donc voilà. Ok, tu peux jouir de ça. On peut en jouir, voilà, exactement. Ok. Ouais, parce qu'en fait, là, j'espère, enfin, c'était pour ça que l'émission a été faite, pour mes neveux et nièces, il y en a certains, je Ok. sens qu'il y a une vivacité d'esprit très jeune. Mhm. Et moi, quand j'avais fait mes ateliers d'écriture, de rap, etc., j'avais, c'est après coup, mais je me dis, mais à chaque fois, j'avais des groupes de jeunes qui n'étaient pas les jeunes qu'on croise dans tout le collège ou dans tout le lycée. Et je me dis qu'il y a aussi ça de créer des petits groupes, même sous le seuil de conscience, Exactement. et de se réunir. Bon, moi, je m'étais dit ça, je me dis, putain, mais j'attire pas n'importe qui. Donc ça racontait un peu quelque chose de moi, un peu d'eux aussi. Et jeunes, j'ai souvent vu que ces jeunes de collège, et un peu moins au lycée, parce qu'après, on grandit, il y a les Mhm. pères, etc. Mais au collège, je trouve ça... Il y a le bouc émissaire est tout le temps présent à chaque coin de porte. Et souvent, ces jeunes-là, paradoxalement, qui comprennent et qui sont plus sensibles, sont souvent dans les choses de type harcèlement scolaire, phobie scolaire, Mhm. etc. Quoi. Donc moi, je m'adresse un peu à eux quoi, aussi. Et ce livre, Bien sûr. moi, je sais que pour toi, il y a des livres, bah, t'en as peut-être plus des meilleurs, etc. Mais il y a certaines personnes qui sont à un certain niveau de découverte d'eux-mêmes. Et je trouve ça chouette de pouvoir partager ton livre là, qui peut les éclairer sur eux-mêmes. Quoi. Je pense que c'est important d'apprendre aux gens, aux surdoués, puisque tu me dis que tu fais cette émission pour eux. Je pense que c'est important de les former à qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique? Parce que quand on a 10 ans, 12 ans et qu'on sait qu'on est surdoué, en fait, en réalité, on ne réalise pas ce que ça implique. C'est flou. Et c'est vrai que là, lire des témoignages, etc., ça peut permettre de mieux comprendre ce qui se passe. En plus, en outre, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 6 ans, je crois, 5-6 ans, confirmé à 10 ans et confirmé encore à 12 ans après. Euh, Honnêtement, à 12 ans ou à 13 ou 14 ans, il y a les hormones, l'adolescence qui arrive. Moi, en tout cas, mais je suis d'une banalité absolue, je n'avais aucune envie de penser au fait que j'étais surdoué. Je voulais rigoler avec des copains, draguer des filles et profiter de ma jeunesse. Et on s'en fout d'être surdoué. Et le problème, c'est que ça peut amener... Parce que la notion de surdouance, c'est le néocortex qui dit on est surdoué. Mais le cerveau mammifère, lui, il veut juste vivre, en fait. Il s'en fiche de la théorie, il veut juste vivre. Et c'est vrai que j'ai mis de côté le fait que j'étais surdoué pendant toute ma vingtaine, je voulais rien en savoir. Et c'est à 30 ans que j'ai ressorti ça, parce que je me suis rendu compte de comment c'était très important, en fait, que je comprenne. Parce que j'avais une relation avec une femme à cet âge-là, et qui n'était pas surdouée du tout. Et je me disais, mais c'est pas possible, quand je parle, elle comprend pas, mais comment c'est possible? Et puis je m'étais dit, mais on m'avait pas dit un truc quand j'étais gamin déjà? Oui, oh, c'est rien ça d'être surdoué. Bah ouais, mais non, en fait. Et ça m'a vraiment libéré de comprendre ce que ça implique. Et voilà, et je pense que des jeunes gens de 13, 14, 15 ou 16 ans sont largement assez grands pour comprendre, entendre, même s'ils n'ont rien envie d'en savoir, c'est pas grave, ça plante des graines et après, ils en Bon, feront ce bah, qu'ils en veulent. je pense à un jeune là, qui, à chaque fois que je le revois un an après, il est Mmh. toujours dans des impasses relationnelles. C'est limite une caricature, quoi. Mmh. À prendre toujours la personne du sexe opposé, Mmh. où ça marche pas, et je me dis que, enfin, j'ai l'impression de comprendre avec ton témoignage aussi, de dire on Mmh. se voit pas à un certain endroit. Et moi, j'ai envie de dire, une fois qu'on se connaît un peu mieux, est-ce qu'il y aurait un truc aussi de se grouper un peu aussi entre personnes qui se ressemblent? Parce qu'on est Et, t'es déjà minoritaire dans la population, j'ai l'impression. ouais. Alors si tu fais ton îlot tout seul à parler à personne, est-ce qu'il n'y a pas une extrême solitude qui s'installe? Quoi. Mais bien sûr, et c'est d'ailleurs la stratégie que font la plupart des surdoués. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une communauté avec que des gens qui ont des quotients intellectuels qui crèvent le plafond. Et c'est pas par snobisme. C'est pas par snobisme. C'est pas ça. C'est qu'on voit bien que les rapports humains ne sont pas les mêmes et nous correspondent mieux. C'est pas pour dire on est meilleur ou quoi. Mais de toute façon, ça se fait naturellement. C'est-à-dire les gens se regroupent déjà par quotient intellectuel similaire. Donc en gros, le message, ça serait aller là où c'est fluide.
allez là où c'est fluide, ne forcez pas les relations là où ça marche pas. Sauf que le problème, c'est que c'est facile de dire ça quand tu as une vie d'adulte ou de jeune adulte. Mais quand tu es au collège-lycée, les gens que tu fréquentes, c'est les gens de ton collège-lycée. Tu n'as pas trop le choix. Ouais. Et c'est pour ça qu'en général, ce n'est pas le meilleur moment et que ça peut être très dur pour ce genre de profil si le décalage est trop grand. Ouais. Bon, bah, tenez bon, les gars. C'est Et ça. la sortie sera. Moi, je me Mais dis, plus les années avancent, plus ça va s'éclaircir et plus vous allez connecter avec des gens. Il y aura peut-être moins de gens, mais ça sera voilà. plus de qualité, quoi. Voilà, c'est qualité versus quantité. Sauf que quand tu as 18 ans, mais c'est de la quantité que tu veux, tu te rends pas compte encore de la qualité. L'idée même de qualité relationnelle fait très peu sens à 14 ou 15 ans. C'est évident. Mais j'aime bien parce que l'auteur du livre, il disait quelque chose, je riais en le lisant tellement c'était juste. Il disait, vous êtes au collège, vous trouvez que c'est un peu simple et ennuyeux, on vous dit, tu verras, au lycée, ça décolle. Au lycée, tu t'emmerdes, on te dit, tu verras à la fac. Tu arrives à la fac, on te dira, non, mais tu verras après ton master. Tu es en master, on dit, non, mais tu verras après le doctorat. Au doctorat, on te dit, tu verras dans le monde du travail. Dans le monde du travail, tu vois, et dans le monde du travail, tu te rends compte, en fait, qu'on s'est foutu de toi pendant toutes ces années et qu'en fait, ça ne s'améliorera pas et que la seule façon pour que ça s'améliore, c'est de t'entourer de gens intelligents. Bah, est-ce qu'on peut inviter quelque part à s'autoriser à faire des tris? On a peut-être eu Ouais, des affinités avec des gens entre 15 et 20, ouais, 25 ans. Et à un moment ouais. donné, alors moi je le parle en toute connaissance, je vais mouiller un peu le maillot et je vais Hum, m'afficher un peu. Mais ça a été une période de ma vie très compliquée parce que je me suis rendu compte de certains décalages et que je pense que je sais pas, par cœur, j'avais envie que les gens me rejoignent. Et j'ai l'impression que c'était une double violence de moi de plus voir que ça matchait plus et en hum, même temps de leur signifier bah vous êtes jamais au niveau. Parce que j'ai un ami qui m'avait dit ouais mais en fait t'emploies des mots que je comprends pas, tu lis des trucs hum, et ils ont l'impression d'être bêtes alors que moi c'était le contraire. Je dis mais venez on va tous s'amuser et monter le niveau tous ensemble. hum. J'ai dû passer par une coupure nette de tout le monde pour faire le tri. Est-ce que c'était le groupe? Est-ce que c'était certaines individualités? Mais ce qui a été très dur pour moi, et je finirai là-dessus, et c'est qu'à un moment donné, j'ai plus le feedback du groupe. Et moi-même, j'étais un peu perdu de me dire, attends, mais j'ai craché dans la soupe, et comment je vais récupérer? Est-ce que je vais récupérer? Est-ce que là, tu es tout seul, mais alors tu as compté sur ces gens? Je trouve qu'il y a une période de méli-mélo. Alors j'en suis complètement sorti, Hum. mais quand tu es dans cette période-là, le tri, bah, si tu restes là-dedans, bah, tu repars en arrière et tu refais de la même chose. Tout à fait. Donc j'aurais plus envie de dire, bah, faites-vous confiance et le tri, bah, si vous le sentez, c'est que c'est vivant à un endroit, quoi. Ça t'est arrivé Voilà. toi aussi ce tri-là? Bien sûr, de la même façon que toi, et je connais personne vraiment à qui ça soit pas arrivé, mais là encore, le problème, c'est que pour trier, il faut avoir des critères de tri. Et que quand on a 18 ans, on connaît pas forcément, on sait pas encore qui on est, on connaît pas encore nos valeurs et nos critères, ou en tout cas, on a des critères très simples, genre s'amuser, tu vois, etc. Passer de bon temps, délirer, machin. Mais on ne connaît pas encore nos valeurs. Et donc, c'est là où il y a un travail d'introspection à faire pour savoir quelles sont nos valeurs, quelle est notre éthique, et pour s'entourer de gens qui sont compatibles avec notre éthique. Mais ça ne peut se faire que chemin faisant. Et c'est pas pour rien. Effectivement, moi, vers 30 ans, j'ai fait un énorme tri, mais qui se fait très naturellement aussi. Hein. C'est, Hmm. voilà. Bon, tout va C'est, bien se passer. il y avait Stendhal, tu sais, qui disait l'essentiel est de fuir les sots et de nous maintenir en joie. Voilà, Ah oui, ok. Bon, c'est ça. super. Je vais passer à l'autre image là-dessus parce que t'as bien. Parce que ça fait déjà bientôt 2 heures, là, je te propose qu'on en fasse encore une si ça te va, parce que je commence à fatiguer un peu. Allez, très bien. La dernière. Alors, c'est le boulanger d'Uzès qui a mis en fuite un homme armé d'un fusil et qui témoigne. Est-ce que tu as Très bien. t'as vu passer cette nouvelle? Non, je ne l'ai pas vu passer, mais je vois passer régulièrement des centaines de faits divers similaires. Et bravo à ce monsieur, il fallait une grosse paire de couilles, bravo à lui. Bravo à lui d'avoir eu ce courage dans un pays de lâches, bravo à lui, Ok. tout Moi, simplement. je me suis... Bah parce qu'il a mangé les foudres et les applaudissements des gens. Mais j'ai plus l'impression que les gens, quelque part, on a tellement plus de témoignages d'hommes Hum, en place autant dans les valeurs que physiquement, parce que là, il fallait avoir les deux. hum, Sortir quelqu'un de sa propriété privée et en même hum, temps bah, dire... Le gars avait quand même un fusil en face. Hein. hum. Enfin, il avait une C'est arme. ça.
C'est ça, main nue contre fusil, il faut vraiment une bonne paire de coronets, hein, Et c'est bien. apparemment, le gars l'a fait avec un aplomb qui est, à mon avis, rarissime, hein. Donc, bon, c'était aussi sur le versant du mimétisme et comment on apprend, comment on s'inspire. Il Quelles y sont les avait un gars il y a figures, quoi. quelques années qui avait fait le tour des médias, enfin il y a quelques années, il y a quelques mois, qui a fait le tour des médias parce qu'il avait mis en fuite 2 ou 3 cambrioleurs avec une épée longue. Ah oui, je m'en souviens. Un barbu d'ailleurs aussi. Voilà. Donc, bon. Ok, ok. Toi, c'est des choses oui, que tu t'as encouragé ça assez instinctivement, quoi. Bah, moi, j'ai une formation de pratiquant d'art de combat militaire, donc moi, c'est plutôt l'inverse. Il a fallu que je réapprenne à être couard. Ah, t'étais trop téméraire? Oui, oui, parce que dans l'armée, etc., il peut y avoir des conditionnements à se mettre dans des états de transe hypnotique pour y aller. Ça fait partie de la formation du combattant, mais on peut le payer cher parce que on peut être, comme tu dis, téméraire. Et ce qu'il faut, c'est pas être téméraire, c'est être conscient. Il y a des moments où y aller, il y a des moments où pas y aller. Et être tout le temps peureux, c'est tout aussi mauvais que d'être tout le temps courageux. Et donc, j'ai dû réapprendre à avoir peur, alors qu'au départ, pourtant, je suis quelqu'un de raisonnablement peureux. Enfin, en tout cas, je suis pas un brave au sens, waouh, tu vois, je suis un mec comme tout le monde, je pense. Je pense que j'ai ni plus ni moins peur que tout le monde. Mais j'ai forcé ma nature, justement à coup d'hypnose, à créer du courage. Et on en revient au coup caché de l'hypnose. Le coup caché de l'hypnose, c'est une certaine forme de présence à soi et de sensibilité à soi que j'ai dû réapprendre il y a des années pour simplement prendre soin de moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, on a tous envie d'être des lions, mais il y a plus de lapins que de lions, hein. Les lapins survivent mieux que les lions, hein, globalement. Donc, quelque part, si un jeune il est dans une grande ville et que c'est tard et qu'il voit un groupe de jeunes, il sent que c'est un peu hostile, peut-être de suivre le fait de changer de trottoir et vivre, quoi. Il faut mieux vivre, c'est la vie d'abord. La vie d'abord, la vie avant l'image idéalisée de soi. Et moi, j'encourage les jeunes hommes à découvrir leur courage. Il y a des situations dans lesquelles il faut se mettre pour découvrir son courage. Ça fait partie de l'éducation pour devenir un homme. C'est important. Mais devenir un homme, ça doit pas être devenir un homme. Tu vois, ça c'est voilà. Quand ça nous coupe de notre sensitivité et de notre devenir un homme ne doit pas nous couper de notre féminin. Voilà. Avoir le courage et la sensibilité. Voilà, c'est les deux. Faut développer les deux. Vraiment, plus on développe notre courage et notre masculin, plus il faut développer notre sensitivité et notre féminin en parallèle. C'est les deux. Okay. Est-ce que c'est bon pour toi ou comme on l'a fait court, t'en veux une autre? Non, c'est bon pour moi. Là, j'ai mal à la gorge, je suis un petit peu, j'ai une fin de grippe, etc. Donc, je pense que je vais laisser reposer ma voix et ne pas parler pendant toute la fin de la journée. Eh bien, écoute, alors d'autant plus merci à toi d'avoir accepté cet échange. Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci et en espérant que ça puisse servir à la jeunesse douée. Voilà. Super. Merci beaucoup, Bhaskar. Je t'en prie. Allez. Générique de fin. Générique de fin. Faut un générique de fin, un truc qui soit pas mimétique, quelque chose que les gens aiment bien et qui parle de zététique. De tous les demi-habiles qui cherchent des boucs émissaires pour oublier un moment l'étendue de leur misère. Faut un générique de fin.